Bonjour! Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Wow! Brigitte, Angelo. quel est le premier jeu dont nous allons parler dans cette vidéo? Eh bien, nous allons parler de Dorfromantik, le duel. Je le savais. Oui, Oui. Et c'est donc, bien. Dorfromantik, le duel, c'est la suite. De... Enfin, la suite. C'est le jeu qui suit Dorfromantik, tout court, qui était un jeu de coopération. Et le duel, comme son nom l'indique, ce n'est plus un jeu de coopération. Mais de confrontation. Voilà, de confrontation et pas de compétitif. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Dorfromantik, déjà, Dorfromantik, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quelque chose comme village romantique. Wenn man das Panorama hier sieht, kann man sehr gut verstehen, warum Monschau zu den schönsten Städten gehört. Es ist irgendwie ein bisschen wie in einer kleinen Märchenwelt hier. Ja, und der Weg hier hoch zur Ruine lohnt sich auf jeden Fall, denn von hier oben hat man einen wunderschönen Ausblick auf diese tolle Stadt. Et donc, dans Dorfromantik, le jeu de coopération, vite fait, donc c'était un jeu de coopération où on développe un grand paysage fait de prairies, de forêts, de champs agricoles et de villages évidemment, et aussi on développait des voies ferrées et des fleuves, et régulièrement, donc ce sont des tuiles hexagonales qui nous faisaient construire ce paysage. Et tout ça avec des objectifs, en fait. Oui, on pioche régulièrement des objectifs qui nous demandent de réaliser des tâches, c'est-à-dire des forêts de telle taille, des villages de telle taille, des rivières de telle longueur, des voies ferrées de telle longueur, etc. etc. Et donc c'était une campagne, donc ça c'est très important. Donc à la fin de chaque partie, selon les points qu'on avait atteints, on débloquait des éléments, des nouvelles tuiles, des nouvelles façons de scorer, des nouvelles façons de jouer. Donc c'est un jeu passionnant. C'est ça qui le rendait très chouette. Voilà, aussi. on l'a joué, on a presque fini la campagne, mais pas tout à fait. Non, non, non. Voilà. Je crois qu'il nous restait un stade. Celui-là, on l'a vraiment adoré, kiffé à mort. On vous le conseille, mais fortement. Donc le premier Dorfromantik, c'était vraiment. Donc c'est inspiré d'un jeu vidéo très cool et très zen aussi, qui est sympa aussi. Mais je trouve que le jeu de société a réussi à rendre ça encore meilleur. Donc ça s'y prête vraiment. Voilà. Donc ça, Dorfromantik, c'était une réussite. Alors donc, tout à coup est apparu dans notre ludothèque, comme ça, un jour, par hasard, Dorfromantik, le duel. Oui. Alors le duel, justement, là c'est plus un jeu du tout de coopération, c'est un jeu pendant lequel en fait on construit chacun notre paysage. On joue chacun l'un en face de l'autre, enfin l'un en face de l'autre, il faut une grande table plutôt. Oui, là bien séparé de l'autre. Oui, oui. Et en fait, l'idée c'est qu'on a à chaque fois les mêmes tuiles. Oui, alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que moi, quand on a commencé le jeu, quand j'ai ouvert la boîte, je m'attendais à ce qu'on joue une grande campagne et donc à ce qu'on y joue quasiment toute la semaine, partie après partie. Mais pas du tout, ce sont des parties individuelles. Il n'y a plus d'évolution comme dans Dorfromantik. Il y a juste 2 modules qui ajoutent de la complexité, on va dire de la profondeur au jeu, c'est tout. Mais donc c'est vrai que on joue chacun de son côté. On a chacun le même lot de tuiles. Tu disais qu'il y en a un qui utilise chacun les mêmes tuiles parce qu'il y en a un qui tire les tuiles et l'autre a les tuiles visibles. Voilà, et doit à chaque fois rechercher. Oui, un a les tuiles face cachée, pioche une tuile et dit à l'autre voilà, j'ai pioché cette tuile et l'autre doit chercher. Ce qui est parfois un petit peu ennuyant, oui, parce qu'il faut trouver toutes ces tuiles, donc c'est pas très pratique, mais donc, ça marche. Voilà, donc l'idée c'est celui qui ramasse finalement le plus de points en utilisant les mêmes tuiles mais en les construisant peut-être différemment. Parce qu'on pourrait imiter ce que fait l'autre exactement, mais on ne gagnerait pas, évidemment. Ça ne sert à rien, voilà. C'est plus un jeu alors. Donc oui, donc c'est ça. Donc chacun construit son paysage avec les mêmes tuiles, les mêmes objectifs de même valeur, et à la fin du jeu, c'est celui qui a fait le plus de points qui gagne. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à Dorfromantik, premier du nom? Alors bon, il est agréable, tout comme Dorfromantik, mais par rapport à Dorfromantik, moi ce que j'aimais bien, c'était justement les paliers qu'on essayait de débloquer ensemble, les nouveautés qui arrivaient dans le jeu, les nouvelles tuiles et tout. Absolument. Ici, au final, déjà, moi ce que je trouve franchement à la fin casse-pied, c'est de devoir à chaque fois trouver les tuiles. Oui, mais au fur et à mesure que la partie avance, il y a moins en moins de tuiles et c'est de plus en plus simple. C'est surtout les premiers coups. Voilà, au début, Et ça prend énormément de place. Oui, ça, je dois dire que la première fois, je construisais presque sur ton paysage. Oui, parce qu'on s'est mis l'un en face de l'autre dans la largeur de la table. Et donc après, quand on a rejoué, on s'est mis l'un en face de l'autre dans la longueur pour avoir vraiment de la place. En opposition et encore, on se touchait presque si nos paysages se touchaient presque. Si vous n'avez pas une table qui fait, je dirais, 1m20 sur 1m80, laissez tomber, n'achetez pas ce jeu. Ou alors jouez par terre. Mais donc, il est vraiment un petit peu décevant par rapport au Dorfromantik normal, voilà. Bon, c'est une déclinaison finalement. Oui, donc je suis tout à fait d'accord avec toi. Donc la mécanique fonctionne super bien, hein, donc ça y a pas de souci. Oui, ça reste les polynomiaux. Mais voilà, il y a plus il y a vraiment une grande part de magie et de poésie qui a disparu. Il y a plus d'évolution, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus pauvre en termes de mécanique finalement, parce qu'il y a beaucoup moins de tuiles différentes. Toutes les tuiles spéciales, etc. qu'il y a dans le premier jeu ne sont plus ici.
Il y a juste ces modules qui sont des objectifs et 2-3 trucs qui permettent de jouer de façon un peu plus complexe. Mais à part ça, rien d'autre. Et donc ça, c'est très décevant. C'est vraiment des parties séparées qu'on joue. Et donc c'est beaucoup moins motivant. Il y en a Zoro qui fait son apparition. Bonjour Zoro. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps, c'est vrai qu'il ne s'est pas montré. Donc voilà, bien, mais pour nous, pas à la hauteur du premier. Alors, maintenant, ça c'est une base. Maintenant, moi j'imagine que si il y a une extension qui sort pour en faire une campagne, moi j'imagine un truc, donc on joue chacun sa partie. À la fin de la partie, selon son score, chacun va débloquer des tuiles, mais là, de façon asymétrique, on n'aura pas les mêmes tuiles en plus. Et donc là, on pourrait faire une campagne où chacun développe petit à petit son asymétrie de son côté. Là, ça pourrait être passionnant. Mais tel que c'est là, c'est bof. À choisir entre les deux, oui, clairement, il vaut mieux acheter la version coopérative, il n'y a pas photo. Donc voilà, pas un mauvais jeu. Après, si vous détestez les jeux de coopération et que vous avez vraiment envie de jouer à Dorf Romantique, pourquoi pas, quoi, hein, ça peut le faire. Mais pour nous, voilà, une déception. Oui, voilà, il y a un petit module, hein, mais à rajouter, Oui, on l'a joué avec. Hein. Donc il y a un module avec des objectifs communs. Il y a un module où on va avoir un photographe. Et donc à chaque fois qu'on met une tuile à côté de ce photographe, il va se déplacer et il va laisser un pion derrière lui. Au plus il se sera déplacé, au plus on aura de points. Mais voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à se mettre sous la dent, on va dire. Voilà. C'est tout pour Dorf Romantique. On ne le jettera pas, mais non, voilà. Non, on y rejouera peut-être, on verra bien. Moi, je pense que peut-être avec une extension, si le jeu se vend, je pense qu'il y aura une extension et que peut-être ça ajoutera un intérêt au jeu. Donc on le met de côté jusqu'à une potentielle extension. J'aime pas les extensions, mais ici, je pense vraiment que c'est nécessaire pour que le jeu prenne son envol. Le jeu suivant. Bien, nous avons joué aussi cette semaine à Tramban. Alors, Tramban, en fait, j'ai vu que quelqu'un le vendait pas cher sur Internet. Et donc, comme j'ai vu que c'était un jeu édité par Lookout Games, en général, ils font des très bons jeux, que c'était un jeu de cartes, la thématique, moi, je la trouvais sympa. Le tramway. Oui, c'est ça. Le graphisme, très allemand. Moi, j'adore ça, les jeux allemands kitsch. Et en plus de ça, l'auteur Helmut Ohle, c'est je sais pas comment on dit, Ohle, je ne sais pas comment on prononce ça. Eh bien, c'est l'auteur de Russian Railroad. Donc je me suis dit, mon radar à bon jeu m'a dit, fonce. Voilà, donc on l'a eu pour pas cher, on l'a joué. Et ce petit jeu de cartes, eh bien, moi, on l'a adoré, vraiment. Même si au début, je me suis dit, c'est encore une fois un jeu auquel je ne gagnerai jamais. Et tu n'as jamais gagné pour l'instant, mais on n'a joué que 2 parties. Donc bon. C'est vrai. Voilà. Non, 3, on en a fait 3. 3 Oui, je suis sûr. Parce que, oui, tout à Alors fait. la première, il se pourrait que je l'ai gagnée, me semble. Voilà, donc ça vérifie dans nos archives. Bref, donc, qu'est-ce que c'est que Tramban ? Eh bien, c'est un jeu avec des cartes, avec des lignes de tram. Donc, c'est des cartes de couleur, en réalité, avec des chiffres numérotés de 1 à 10, c'est ça. Et au milieu, donc il y a le chiffre de la carte ici. Et au milieu, il y a des points de victoire. Au début du jeu, il y aura 4 cartes terminus, donc 4 cartes de chaque couleur qui seront posées au milieu de la table. Et on a une main de cartes. Alors, je pense que c'est 6 cartes. Et vous voyez que ces cartes, d'un côté, elles représentent une illustration, et de l'autre... Elles ont une valeur. De l'argent. 1000 je ne sais pas quoi. 1000 quelque chose. Voilà. Et donc, au départ, on a une quantité d'argent face cachée devant soi. Donc, ces cartes, on ne les utilisera que pour leur valeur monétaire, voilà, c'est ça, mais pas du tout pour leur face jeu, et on aura une main de cartes. Et à son tour de jeu, eh bien, on est en premier lieu obligé de jouer 1 ou 2 cartes à côté d'une ou 2 cartes terminus. Donc si je veux jouer, je joue une carte rouge par exemple à côté du terminus rouge, et encore une carte jaune à côté du terminus jaune. Alors, ça c'est une mécanique en fait de timing, de scoring, puisque dès qu'une 4e carte sera jouée dans un des terminus, on fait un décompte de la couleur correspondante, et là on décompte les cartes qui sont devant nous. Donc ça c'est une petite mécanique. En sachant qu'il y a quoi, 10 décomptes ? Il y a 10 décomptes. Au bout de 10 décomptes, le jeu s'arrête. Et donc s'arrête cash. Oui, c'est vraiment un jeu où c'est les joueurs qui vont décider du rythme du jeu, du rythme des scorings et de la durée de la partie, quoi. Et donc la deuxième chose, une fois qu'on a été obligé, là de poser des cartes sur les terminus pour faire avancer l'échéance avant les scorings, il n'y a pas le choix. On peut en poser aussi devant soi. On peut en poser devant soi, et là on fait des séries, des colonnes par couleur, de façon
Croissante, c'est ça, je perds mes mots. C'est l'âge. Voilà, c'est Alzheimer qui commence. Et donc oui, on met un 2, un 4, un 6, etc. Il y a aussi des jokers, des cartes grises qu'on peut jouer n'importe où, que ce soit sur les terminus ou dans ces... Qui permettent, eux, et ça je ne l'ai compris qu'après la première partie, parce qu'en fait, si on a 8 cartes dans une même colonne, on a un petit bonus, un scoring supplémentaire, et donc finalement, les jokers, ils servent à ça. Ouais, ça, ce sont les cartes terminus qu'on met sur la table, voilà. Et alors, il y a aussi, évidemment... En sachant que si on les dépose, si on n'achète pas, en fait... On a ces cartes lignes de tramway, qui représentent des tramways, donc il y a des cartes avec un x2, des cartes avec un x3, et des cartes avec un x4. Et ces cartes ont un prix. Et donc, à chaque... sur la table, il y a 3 cartes qui sont visibles. On va commencer par les 2, puis par les 3, puis par les 4. Et donc, on peut acheter... Les 2 vont coûter 5 000, les 3 vont coûter 10 000, et les 4 vont coûter 4 000. 15 000, c'est ça. Et donc, à son tour de jeu, on peut aussi acheter, avec sa réserve d'argent, un tram, et le placer au-dessus d'une colonne. Sachant que si on n'a pas placé de tram au-dessus d'une colonne, finalement... Sa colonne de tram disparaît. Mais donc, en général, on ne place pas de carte, parce qu'on sait très bien qu'on ne sait pas acheter de tram. Mais donc, on fait une colonne de cartes, on ajoute une carte tramway, et donc, tous les points de victoire de cette colonne vont être multipliés par le x3, le x2 ou le x4, lorsqu'on fera un scoring dans cette couleur. Je ne sais pas si tout ça est assez clair, mais enfin, ça vous donne une idée un petit peu du jeu. À la fin de la manche aussi, on peut mettre autant de cartes qu'on veut de sa main sur sa réserve d'argent, pour augmenter. C'est le seul moyen, en fait, parce qu'à un moment donné, on n'a plus d'argent, le seul moyen, c'est de sacrifier des cartes sur sa réserve d'argent pour pouvoir de nouveau avoir de l'argent. Parce que sinon, on ne peut pas acheter de ligne de tram. Voilà. Et donc, c'est un jeu auquel il ne faut vraiment pas s'arrêter à la première partie, parce qu'à la première partie, on s'est dit, ouais, c'est un jeu sympa, efficace, mais sans plus. Mais dès la deuxième, on a vraiment senti tout le potentiel, surtout quand on connaît bien le jeu tous les deux. Il y a vraiment cette question de timing. Il y a vraiment aussi le fait qu'on voit vraiment l'autre où il en est, à quelle vitesse il développe ses lignes et quels sont son potentiel en point de victoire. Donc on essaye de lui griller ça, c'est etc. sûr que si nous on a des jaunes et lui pas, l'adversaire pas... Oui, il vaut mieux vite faire un scoring en jaune. Voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de finesses, vraiment. Je trouve, c'est un jeu carré, efficace, simple, voilà, qui cherche pas midi à 14h, mais au plus on le joue, au plus il y a vraiment un feeling... Et alors moi c'est fou parce que les illustrations, la boîte en fait, finalement ça m'a fait penser à Grand Austria Hotel, parce que, voilà, peut-être parce que c'est peut-être, il faudrait voir le nom de l'illustrateur. Je trouvais que c'est dans la lignée. Mais c'est le même éditeur aussi, Lookout Games. Grand Austria Hotel, si je ne me trompe pas, est aussi édité par Lookout Games, donc quelque part doit y avoir un lien. En tout cas, voilà, même si j'ai perdu, il est validé. Voilà. Et puis pour une fois, mentionnons-le, Angelo a gagné, ce qui fait du bien. Oui, mais c'est vrai que Brigitte gagne en général plus. Mais bon, c'est moi qui dois expliquer les règles, c'est moi qui dois expliquer les règles en jeu, donc c'est plus compliqué de se concentrer sur toi le spécialiste. Oui, c'est ça. Donc voilà, donc Tramban, vraiment une très bonne surprise. Voilà. Tant pis pour celui qui s'en est. Tant pis pour celui qui. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à l'acheter. Tant pis pour celui qui. Moi, je peux parler maintenant. Voilà, tant pis pour celui qui s'en est débarrassé. Voilà, c'est bien fait pour lui, parce que nous, on s'amuse bien avec. Et là, vraiment, j'ai envie d'y rejouer. Alors aussi, pour l'instant, on a envie de rejouer à plein de jeux dont on a parlé dans les vidéos, donc peut-être que prochainement, il y aura un peu moins de vidéos, parce qu'on a aussi envie de rejouer à des jeux. De jouer pour le plaisir aussi d'y rejouer, de pouvoir. Allez, on en refait une directement comme ça. Voilà, c'est ça. On voit qui gagne. Surtout Brigitte ici a besoin vraiment de. Là, je dois prendre ma revanche, tout donc, à fait. Tramban de Helmut Holle. Un jeu à retenir. Un jeu à deux, à retenir, valider, etc. Ouais. Après ça, on va vous présenter Metropolis. Ton univers impitoyable. Donc, Metropolis. C'est un jeu paru en 2008 de Sébastien Pochon. Alors pourquoi est-ce qu'on a joué à Metropolis? Donc c'est un jeu que j'ai depuis longtemps dans ma ludothèque, et j'ai profité du fait qu'il y a une réédition qui vient de sortir. Ça a été un KS, un Kickstarter avec un matériel de fou, un auteur en plus d'ailleurs et sûrement d'autres règles ajoutées, mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Je me suis dit c'est l'occasion de le rejouer et de le faire découvrir à Brigitte parce qu'elle connaissait pas ce classique. D'ailleurs, on l'avait. Moi, je pensais qu'on l'avait, on de l'acheter justement aussi en occasion. Non, on l'avait, celui-là. On l'avait, oui, sans mêler les pinceaux. Enfin, il faut dire qu'il y a pas mal de jeux qui rentrent et qui sortent dans cette baraque. Oui, c'est sûr. Donc, surtout qui rentrent. Oui, c'est ça. Il y en a moins qui sortent, il y en a plus qui rentrent qui sortent. Donc, Metropolis de Sébastien Pochon, paru en 2008, c'est un chef-d'œuvre, c'est moi qui vous le dis. Alors, sur BGG, il a une cote de 7, c'est à mourir de rire.
Bien, alors Métropolis, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Métropolis, ça se joue sur un plateau commun. Alors, ça se joue sur un plateau commun, et c'est un jeu d'enchères, en fait. Mais ce qui est génial dans ce jeu d'enchères, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression de jouer à un jeu d'enchères, quelque part. On n'a même pas d'argent non plus. C'est vrai. Mais on a autre chose à enchérit faire. avec Donc, ça se joue sur des bâtiments. un plateau, sur la valeur et la hauteur. Valeur et la hauteur. Alors, je vais montrer le plateau. Je ne vais pas parler parce que ça va couper, le micro est devant, donc ça va couper le son un petit peu. Et si je parle, normalement, le son est pourri. Donc là, vous voyez le plateau. Et donc, sur ce plateau, je le mettrai en incrustation. Qu'est-ce qu'on a? On a des quartiers. Des arrondissements. Des arrondissements. Oui, et dans les arrondissements, on a... Alors, on a 5 arrondissements séparés par un fleuve. Sur ce fleuve, il y a des ponts. Voilà. Oui. Dans chacun des arrondissements, il y a des quartiers. Des quartiers, tout à fait. Il y a aussi des fontaines. Des statues. Des statues. Dans la règle, c'est des statues. Mais on peut dire que c'est des fontaines. Si tu as envie. Si ton imagination veut que ce soit des fontaines, ce sont des fontaines. Voilà. Et des lacs. Voilà. Donc ça, c'est le plateau. Et alors, chaque joueur dispose, oh merveille des merveilles, de pions immeubles numérotés. Ils sont voilà, numérotés de 1 à 6. Donc, ce sont des structures comme ceci. De 1 à 13, je raconte, mais n'importe quoi. C'est toujours Alzheimer, c'est la vieillesse, c'est terrible. Oh là là. Donc, voilà. Donc, il y a des petits immeubles, tout petits, comme ça. Ils sont tout petits. Il y a les petits. Ceux-là sont numérotés de 1 à 5. À partir de 6, tout d'un coup, ils grandissent. C'est magique. Et puis, ensuite, il y a des 11, 12, 13, voilà, qui sont les plus hauts. Et donc, on a chacun ces 13 immeubles devant soi, numérotés de 1 à 13, et donc toutes les informations sont visibles. Donc on voit les immeubles de tout le monde, on voit les immeubles qui lui restent, etc. Et donc, sur le plateau, il y a également des tas de petits jetons qui ont été mis au hasard, des petits jetons... Qui rapportent des points ou qui n'en rapportent pas. Si on réussit à construire dessus, on gagne le jeton, des jetons vont rapporter 3 points, d'autres 1 point, d'autres vont nous faire perdre 2 points. Il y a également une histoire de jetons métro. Lorsqu'on a un jeton métro, on a 1 point et on a la carte métro qui nous rapporte des points en plus. Mais si un joueur a plus de jetons métro que nous, à un moment donné, il reprend la carte métro. Et il y a la même chose avec des points négatifs avec les quartiers archéologiques, parce que quand on construit sur un quartier archéologique, c'est pas bien, quoi. Et donc, on a des points en moins. Et en plus, on reçoit une carte avec moins 2 points. Ah oui, c'est ça. Oui. Et dès qu'un autre joueur construit sur un autre quartier archéologique, il reprend. Donc, les cartes points positifs et points négatifs Et alors, en fait, on reçoit chacun 2 cartes objectifs en début de partie. On a joué avec la règle expert, on a fait plusieurs parties avec la règle expert. Ouais, parce que nous, les règles de base, tout ça, nous, on est tellement forts que ça ne nous intéresse pas. Mais bref, honnêtement, la règle expert, c'est juste que les objectifs sont un petit peu plus compliqués et qu'on joue aussi avec la hauteur des bâtiments en fin de partie. Personnellement, je conseille de jouer comme ça, c'est vraiment pas très, très complexe, surtout par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Et donc, comment ça marche? À son tour de jeu, le premier joueur choisit un de ces magnifiques bâtiments, parce qu'on est des architectes, donc on a conçu ces bâtiments. Et décide qu'il veut construire, par exemple, sur tel quartier. Je mets mon bâtiment de valeur 8 ici, les gars. Voilà. Il faut savoir que sur les cartes objectifs, il y a des quartiers qui vont me donner des points si je construis dessus. Il y a, qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi? Si on construit des bâtiments de part et d'autre des ponts, on peut gagner des points. Si on fait des chânes, on peut gagner des points. Si on a, par exemple, 3 bâtiments autour d'une statue, d'une fontaine. Plusieurs quartiers, voilà. Enfin, il y a plein d'objectifs. Enfin, non, il n'y en a pas plein, il y en a 5 et on en reçoit et donc, voilà, imaginons, il a placé un immeuble 8 et moi je dis non, Coco, tu vas pas aller là. Soit elle passe, elle me laisse tranquille, soit elle veut pas me laisser tranquille et elle dit effectivement non, Coco, tu vas pas construire ton bâtiment là. Et elle va. Donc, moi je vais mettre un immeuble de valeur supérieure, par exemple, un 10, à côté sur un bâtiment adjacent orthogonalement. Voilà. Et elle dit non, moi je veux construire ici. Et ainsi de suite. Alors ici on joue à 2, mais on joue à 4, on peut jouer à 4, donc les joueurs se suivent comme ça. Et puis un autre joueur pourrait dire non, moi je veux construire ici, et il met un bâtiment de valeur 11, jusqu'à ce que tout le monde passe sauf un, ou bien qu'il soit plus possible Ça a son intérêt aussi, par exemple, si on comprend que notre adversaire vise tous les quartiers bleus, par exemple. Oui, ça c'est autre chose, ça c'est lire dans le jeu de l'adversaire, ce qui est tout à fait possible dans ce jeu. Et donc jusqu'à ce que tous les joueurs passent, parce qu'ils n'ont plus envie, parce qu'ils ne savent plus surenchérir, ou bien parce que topographiquement parlant, il n'y a plus possible de placer un bâtiment à côté parce qu'on peut se retrouver coincé à cause du fleuve, etc. Il n'y a pas de pont, il y a des enclaves et compagnie. Et donc à ce moment-là, le joueur qui a remporté l'enchère, son bâtiment reste sur le plateau, il le retourne, donc son chiffre n'est plus visible, il prend le jeton éventuellement qu'il y avait dessus, et tous les autres joueurs reprennent le bâtiment. Et voilà, c'est tout le jeu. Et donc le joueur qui a gagné l'enchère, qui a pu construire son bâtiment, recommence, etc. Et le jeu va s'arrêter, dès qu'un joueur construit son dernier bâtiment. Voilà, c'est simple, et ça ressemble... c'est vraiment très original, ça ressemble pas à grand chose que je connais, ça marche super bien, c'est super malin, mais c'est vraiment plein de finesse, c'est incroyable. Donc c'est un jeu qui, avec
peu de choses, finalement, parvient à offrir beaucoup de choses et beaucoup de plaisir. Un gros plan. Voilà, Voilà, c'est bien. Donc Metropolis, vraiment incroyable. Si vous tombez sur une boîte en occasion, waouh, foncez, quoi. Parce dit que qu'il y avait une nouvelle il y a une nouvelle édition. Alors, bon, je vais pas que ce soit un peu plus moderne. je vais pas faire ma mauvaise langue, mais j'ai lu quelques articles, etc. Il y a beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'objectifs différents, etc. Et je suis pas sûr que ça soit une bonne chose. J'ai l'impression que toute la subtilité du jeu se dilue un peu dans ces objectifs différents. Et il y a aussi le fait que, d'après ce que j'ai lu, mais je me trompe, j'ai lu ça sur un article sur Board Game Geek, il y a plus de points négatifs non plus. Donc ça, c'est un peu dommage. Il y a moins de méchanceté dans le jeu, quoi. Parce que parfois, si on veut gagner des quartiers avec un objectif, enfin, pour son objectif, on est quand même obligé de prendre un quartier archéologique, etc. Il y a Zoro qui essaye de rentrer dans le couvercle de Metropolis. Il y a des coups qui sont à double tranchant, quoi, aussi, quoi. Donc voilà, c'est plein de tensions. Zoro fait du bruit, et Metropolis, c'est un incontournable de Sébastien Pochon. Sébastien Pochon qui a fait... Sébastien Pochon, eh bien, il a fait quoi? Je le savais, mais c'est de nouveau Alzheimer qui frappe. C'est l'auteur de Gépour, c'est l'auteur d'Ispahan, c'est l'auteur de Botanique, enfin, etc. C'est l'auteur de plein de jeux, en général, tous très bons. Voilà, c'est un très bon auteur. Et Metropolis, c'est pour moi un de ses chefs-d'œuvre, quoi. C'est un jeu incontournable pour moi à avoir dans toute ludothèque. Et donc, le dernier jeu, Angelo, que tu vas nous présenter. Oui. C'est un jeu qu'on a joué tous les deux, d'ailleurs. C'est un jeu que tu as adoré. Ça c'est sûr. Oui, voilà. Je l'aime bien. Et tu m'as roulé dessus plusieurs fois. Ça, c'est pas forcément pour ça que je l'aime, mais effectivement. Et donc, c'est un jeu très british, The Road to Canterbury. Alors, un jeu avec un thème vraiment original et très cynique, très adulte, on vous prévient. Donc, dans ce jeu, on joue des pardonneurs, c'est le terme anglais. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'un pardonneur? C'est un prêtre habilité à absoudre les péchés des pèlerins sur la route de Canterbury. Et donc, évidemment, il y a les 7 péchés. Les 7 péchés capitaux. On absout les péchés, mais évidemment, moyennant finance, il faut nous payer pour ça. Et c'est pas tout, parce qu'on est vraiment ignoble, parce que c'est un business. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va corrompre ces pauvres pèlerins pour qu'ils commettent des péchés, le plus de péchés possible. Comme ça, nous, on va pouvoir leur pardonner le plus de péchés possible et empocher le plus de pognon. Et il y a pire, parce que une fois s'ils pêchent beaucoup trop, donc s'ils accumulent trop de péchés capitaux devant eux, ils meurent, les pauvres. Et non seulement... Une fois qu'il y en a 7... Oui, non seulement ils meurent, mais en plus, on en profite aussi, puisqu'on reçoit un jeton rituel funéraire. Ça nous rapporte des points de victoire, ou ça nous permet de rejouer. Donc, donc la thématique du jeu est délicieuse, charmante. Ouais. Une fois bien adulte, avec des graphismes un peu à la... Moi, ça me fait penser à l'univers de Monty Python. Voilà, donc c'était une grosse surprise. Alors, aussi, très étonnant, c'est un jeu pour 2 ou 3 joueurs, c'est tout. On ne sait jouer qu'à 2 ou à 3. Et donc, comment ça marche ce jeu? On l'a déjà un peu expliqué en quelque sorte. Il y a 3 types de cartes. Bon, au milieu, il y a un plateau central. Un plateau central avec justement les 7 péchés. Oui, il y a une roue avec les 7 péchés capitaux. Aussi, parce qu'en fait, dès qu'on pose un péché devant un pèlerin, un pilgrim, en fait, on place un petit cube de sa couleur au milieu, et donc le premier qui a les 7 péchés... Qui a réussi à corrompre à 7 pèlerins pour qu'ils commettent les 7 péchés capitaux. C'est vrai qu'on a un bonus. Le premier à le faire à 20 points, et le deuxième à 10 points. Enfin, des sous, de l'argent, en fait. Hein. Et donc, il y a 3 types de cartes. Donc, il y a les cartes, en fait, qui sont les péchés. Il y a les cartes sin. Et donc, rappelons les péchés, on a lust, la luxure, greed, l'avarice, on a sloth, la fainéantise, oui, envy, l'envie. Alors, mélangé à tout ça, on en parlera après, il y a des cartes morts. La mort approche, ça accélère en plus la mort des pèlerins, c'est absolument dégueulasse. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On en a fait combien? 1, je pense qu'il y a 2, 3, 4, oui, là, et qui s'appelle donc... Alors, il y a Pride, l'orgueil, là on en a 5. Il y a Wrath, je ne sais pas le prononcer, Wrath, donc qui est la colère. Et finalement,
la gloutonnerie, la gourmandise. Voilà, donc là, ce sont les 7 péchés capitaux. Voilà. Il y a évidemment des cartes qui permettent... Avant de commencer, juste le plateau au milieu, donc il y a 3 compagnies de pèlerins en 3 couleurs. Donc il y a 3 pèlerins toujours en jeu, plus la route de Canterbury. Donc ça, c'est le plateau central. Oui, je t'en prie. Voilà. Et donc, deuxième type de carte, on a les cartes pardon. Voilà, qui correspondent aux 7 péchés capitaux. Et donc, la carte pardon envie, c'est pour pardonner les péchés de l'envie des joueurs. Voilà. Et donc, en fait, en fait, on a 3 cartes de chaque qui sont proposées. Plus la pioche. Il y a un marché des cartes. Oui. Soit pendant le marché, soit pendant les pioches. Et puis on a un 3e type de cartes qui sont les reliques. Alors les reliques, ce sont des cartes spéciales, des pouvoirs spéciaux. À son tour de jeu, à la place de jouer un tour, à la place de poser une carte, on peut jouer une relique. Un au hasard. Et là, je peux pas. Alors, il y a beaucoup d'humour dans le jeu. Et donc là, pardonnez mon accent anglais, mais par exemple, je vais faire une traduction en français. On a la moustache miraculeuse de Saint Wilgefortis. Et donc, qu'est-ce qu'elle permet Enfin, je ne vais pas vous expliquer ce qu'elles font, parce que vous ne comprendrez pas, parce qu'on ne va pas expliquer en détail la mécanique. On a la brosse à cheveux de Saint Hildegarde. On a les chaussures dansantes de Saint Vitus. Enfin, voilà, ça part on a les œufs brouillés de Saint Bénédicte. Enfin, voilà, c'est plein de choses. Et donc, en fait, une fois qu'on joue une carte, après, on peut choisir laquelle de ces 3 cartes on peut prendre dans sa main. Oui, et donc soyons précis, comment est-ce qu'on joue les cartes. Donc à son tour de jeu, on va jouer une carte. Par exemple, on peut déposer une carte péché en dessous d'un des pèlerins. Voilà, par exemple, je joue le péché de colère en dessous d'un pèlerin et je vais mettre un cube sur le péché en question. Et donc on accumule les péchés comme ça en dessous des pèlerins. Ou on peut jouer une carte pardon, et là on choisit un des pèlerins qui a les cartes péchés qui correspondent. Et on a intérêt à attendre qu'il en ait commis plusieurs du même type, parce qu'en fonction, on a des points. C'est ça. Donc, s'il a une carte, on va retourner cette carte. S'il a 2 cartes, en vie, il va retourner 2 cartes. S'il a 3 cartes, on va lui pardonner ces 3 cartes. Et au plus on retourne de cartes quand on joue une carte en vie, au plus on va gagner de l'argent. Voilà. Mais c'est horrible parce que tout le monde pose ses cartes. Donc, il y a un côté opportuniste. On peut profiter de ce que les autres ont joué aussi, quoi. Sachant que c'est celui qui a le plus d'argent à la fin. Voilà. Et à chaque fois qu'on pardonne un pèlerin, on pose un cube sur ce pèlerin également. Parce qu'une fois que ce pèlerin aura commis 7 péchés, il va mourir. Voilà. Et donc, c'est celui qui aura le plus de cubes. Donc celui qui aura le plus corrompu ce pèlerin, qui va pouvoir poser un cube sur la route de Canterbury. Et donc il y a, je ne sais pas combien d'espace sur cette route, 5 je pense, ou 6. À chaque fois qu'on va poser un cube, on va gagner des bonus qui sont croissants aussi. Et le jeu s'arrêtera quand toutes les cases sur le chemin de la route de Canterbury seront remplies, et celui qui aura la majorité sur ces cases va gagner un bonus pour la majorité sur la route de Canterbury, et ensuite à la fin du jeu on va gagner des bonus pour celui qui aura le plus de points sur chacune des compagnies de pèlerins, etc. Et donc c'est un jeu dégueulasse parce qu'on se fait des sales coups tout le temps, que ce soit en jouant des... Et moi qui suis la plus sage et tout, finalement elle s'en est très bien sortie. Oui, tout à fait. Mais je pense que tu as joué beaucoup plus les reliques que moi, et tu as été au niveau du timing. Les reliques permettent d'avancer les choses. Certaines nous permettent de jouer 2 fois. Donc si on voit qu'on a juste les cartes qu'il faut pour terminer un pèlerin, tout ça, voilà. Donc c'est un petit bijou de thématique cynique. C'est une petite mécanique très simple, avec beaucoup de, comme disent les Anglais, de take date. Voilà, et donc c'est assez jouissif à jouer. On fait rarement des tops, mais alors dans les 4 jeux là qu'on vous a présentés, là, moi c'est mon préféré. Voilà, donc voilà, je sais vers quoi je peux me digérer, des jeux pas sympas, quoi. Et donc c'est un jeu qui est récent, 2021 Non, pas du tout, je sais plus, je vais regarder, peut-être, je vais checker. Et donc, j'ai été vérifié, et donc c'est un jeu publié par Eagle Griffon en 2011. Et pourquoi tu l'as acheté, celui-là ? Parce qu'il est aussi apparu comme ça dans la ludothèque. Oui, c'est vrai, ça c'est très récemment, il est tombé du ciel. Et, voilà, c'est la thématique, quoi. Et donc c'est un jeu paru en 2011, et ça c'est la 2e édition. Donc il est trouvable assez facilement, en fait. J'ai vraiment eu aucune difficulté à me le procurer. Et donc c'est un jeu que j'ai acheté, en fait, sous influence. Alors pas sous influence de l'alcool ou d'une autre drogue, mais sous influence d'une chaîne YouTube anglophone que je regarde régulièrement, une chaîne canadienne qui s'appelle Foster the Meeple. Hello everyone, welcome back to Foster the Meeple, a channel all about board games and ranking those board games. 583 of them to be exact. Et donc ils ont fait une vidéo où ils classent par ordre de préférence, récemment ils ont fait cette vidéo par ordre de préférence leur ludothèque, et tout au-dessus du A même, pour eux les jeux qui sont importants pour eux, il y avait ce jeu-là, et d'autres
pour lesquels j'ai peut-être craqué aussi. Mais voilà, donc ça, c'est un jeu que j'ai acheté parce que cette chaîne le conseillait. Et j'ai bien fait. Donc merci à Foster the Meeple pour cette suggestion. On est très heureux, surtout Brigitte. Oui, tout à fait. Bien, Road to Canterbury. C'était le 4e jeu qu'on vous a présenté cette semaine. Et ça sera tout pour cette semaine, voilà, ça suffit. Voilà, parce qu'on a joué plusieurs fois chaque jeu, finalement. Voilà, on se retrouvera peut-être dans une semaine, peut-être dans plus longtemps, si on a envie de rejouer à des jeux, etc. Ce qui est certain, c'est qu'on se retrouvera. Oui, ça c'est sûr, donc merci à vous de nous avoir regardés. Et on vous dit ciao. Ciao. Yes? Is it about the hedge?